Europe 1. Le journal de 6h30, Margot Siffert, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Reddition, raquette ou encore défaite, la classe politique française continue de dénoncer l'accord conclu dimanche entre Washington et l'Union européenne. Le gouvernement se montre notamment très critique. C'est un jour sombre pour l'Europe qui se résout à la soumission. Ce sont les mots du Premier ministre François Bayrou qui assume, Arthur Delaborde, de frapper fort. On envoie le signal que l'Europe se couche devant Trump. Un proche de François Bayrou résume une colère froide mais déterminée. Il dénonce un texte qui sert les intérêts nationaux, pas l'intérêt global de l'Europe. Le jeu gagne-tu-perds de Trump, ce n'est pas un accord, c'est un déséquilibre profond, explique-t-il. François Bayrou n'entend pas renier son engagement européen, au contraire. Soit on résiste, soit on continue à se faire manger, tranche un fidèle. Et dans cette affaire, il est 5, une voix s'élève pour dire que ce n'est pas normal. La France peut-elle bloquer ? Pas seul, en tout cas au Conseil européen, il faut 3 autres pays représentant 35% de la population du continent. Un rejet du Parlement français serait possible, mais ne suffirait peut-être pas. Reste à savoir ce que veut Emmanuel Macron. À ce stade, silence à l'Elysée qui préfère attendre tous les détails de l'accord avant de réagir. Mais sur ce type de dossier relevant de la politique commerciale internationale, c'est bien le président qui décidera de la suite. Arthur Delaborde pour Europe 1. Alors, faut-il parler de reddition ou bien au contraire, ne devrions pas nous réjouir d'échapper à une guerre commerciale promise par Washington ? Nous posons ces questions à notre invité, l'économiste Nicolas Bavrez, invité d'Europe 1 à 7h10. Et parmi les secteurs français concernés par ces 15% de surtaxe américaine, eh bien l'automobile, le luxe ou encore le vin. Une perspective qui inquiète d'ailleurs les viticulteurs. Reportage Europe 1 de Mélina Fachin en Alsace. Au domaine Jancy, Paris-Beauvillé, une bouteille sur 10 part vers les États-Unis. Alors 15% de frais de douane supplémentaires porteraient un coup rude à l'entreprise, confirme Céline Sipp, la propriétaire. Presque 10% de notre chiffre d'affaires, c'est quand même énorme. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de pertes entre globalement 20 et 30 000 euros par an. Elle serait obligée de rogner sur ses marges. La viticultrice envisage aussi de se concentrer sur d'autres marchés à l'export. On a des contacts sur quelques pays asiatiques et puis on essaye en Australie. Mais 15% de taxes, c'est toujours mieux que 30. Céline Sipp essaye de rester positive et prudente. J'espère que ça n'impactera pas le marché. Et effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que, voilà, avec le président américain, on ne sait jamais à quoi se fier. Et elle espère surtout que les vins seront finalement épargnés par ces surtaxes. Ah bah nous, on serait effectivement les plus heureux si ça pouvait encore diminuer. Effectivement, ça serait une très très bonne nouvelle. Ouais. Une décision concernant spécifiquement les vins et spiritueux doit être prise dans les prochains jours, selon la Commission européenne. Beauvillé, Mélina Fachin, Europe 1. Et en attendant, les représentants des filières économiques affectées par ces droits de douane ont rendez-vous demain à Bercy. 2 objectifs: évoquer les conséquences de l'accord et la suite des négociations sur ses modalités d'application. L'accord n'est pas complet, mais le travail continue, estime le ministre de l'économie Éric Lombard. La France a officialisé hier son intention de reconnaître en septembre prochain un État palestinien. C'était à l'ONU lors d'une conférence coprésidée avec l'Arabie Saoudite. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a pris la parole depuis New York. Nous devons travailler aux voies et aux moyens de passer de la fin de la guerre à Gaza à la fin du conflit israélo-palestinien. Pour y parvenir, seule une solution politique à 2 États permet de répondre aux aspirations légitimes des Israéliens et des Palestiniens à vivre en paix et en sécurité. Il n'existe pas d'alternative. Face à la multiplication des faits accomplis sur le terrain et à l'accélération sans précédent de la politique de colonisation israélienne en Cisjordanie, la perspective d'un État palestinien viable doit être préservée à travers la mise en œuvre de mesures concrètes. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et cette conférence a été boycottée par Israël et les États-Unis. Israël qui accuse la réunion de renforcer une illusion. Washington dénonce une initiative improductive et inopportune. Un coup de publicité au milieu d'efforts diplomatiques délicats pour mettre fin au conflit. La Maison-Blanche qui accentue aussi la pression sur la Russie de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, dont Donald Trump se dit très déçu. Aucun progrès n'a été constaté en vue d'un cessez-le-feu avec l'Ukraine. Le président américain lui lance un ultimatum, Antoine Bienvaux. Oui, Donald Trump laisse entre 10 et 12 jours à Vladimir Poutine pour arrêter la guerre en Ukraine. Le président américain accentue ainsi la pression sur son homologue russe 15 jours seulement après avoir donné un premier ultimatum de 50 jours pour faire cesser les combats. Trump évoque notamment d'éventuelles sanctions secondaires contre des pays qui achètent des produits russes comme des hydrocarbures.
Pas un mot en revanche sur un possible renforcement de l'aide américaine à l'Ukraine, car selon le général Jean-Paul Paloméros, le président américain ne peut pas se permettre de provoquer une escalade du conflit. Il va sans doute continuer à soutenir les armements au minimum aux Ukrainiens pour qu'ils puissent résister. De là à passer le cap pour des armements plus performants, je pense pas. Parce que ces armements plus stratégiques, c'est des armements qui peuvent éventuellement porter l'arme nucléaire. Donc vous voyez le doute que ça pourrait semer. Je pense pas que M. Trump soit sur cette ligne-là. Selon Jean-Paul Paloméros, Donald Trump pourrait aussi mettre la pression sur Vladimir Poutine en sanctionnant financièrement certains de ses soutiens à l'international, comme l'Inde ou la Chine. Antoine Bienvaux pour Europe 1 et l'Ukraine salue la fermeté de Donald Trump. Au moins 5 morts, dont un policier et une femme hier soir à New York. Un homme a ouvert le feu dans un quartier d'affaires en plein cœur de Manhattan. L'assaillant s'est ensuite tué en retournant son arme contre lui. Il souffrait d'après la police new-yorkaise d'antécédents de troubles psychiatriques. En France, 4 personnes mises en examen et placées en détention provisoire hier après le meurtre par balle d'un Rennais sur fond de trafic de drogue. Les faits remontent au 19 juillet. La victime s'était rendue au Havre dans le cadre d'un trafic de cocaïne. Elle avait été blessée par balle dans le dos avant d'être déposée à l'hôpital où elle a succombé à ses blessures. Les individus écroués sont accusés d'homicide en bande organisée. Jour après jour, la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais se remplit. 10 nouveaux détenus parmi les plus dangereux de France y ont été incarcérés hier après-midi. Un transfèrement sous haute sécurité, précise le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui remercie agents pénitentiaires et forces de l'ordre mobilisés. Ils sont désormais 40 narcotrafiquants à y être détenus. Le garde des Sceaux qui promet une véritable révolution pénale. C'est l'objectif de son projet de réforme du système judiciaire, simplifier drastiquement le système pénal avec des peines plus rapides et plus efficaces, des mesures destinées notamment à réduire le nombre de détenus. Seuls 3 types de faits méritent pour Gérald Darmanin de la prison ferme: les atteintes aux personnes, à l'intégrité de la République et le trafic de stupéfiants. Les vols de câbles de cuivre se font de plus en plus fréquents et plongent des communes entières dans le noir. Et plusieurs communes du nord de la France autour de Valenciennes sont concernées. Résultat, les habitants ne se sentent plus en sécurité et les mairies font face à de véritables préjudices économiques. Maximilien Carlier s'est rendu pour Europe 1 à Condé-sur-l'Escaut, victime de ces vols en série. 44 lampadaires vandalisés, éventrés, 8 quartiers plongés dans le noir à cause du vol des câbles de cuivre. Arthur et Jennifer, 2 riverains très agacés. C'est une catastrophe. On peut plus voir qui se promène dans la cité et ça devient très dangereux. Il fait noir, on sort plus parce que on sait pas sur qui on peut tomber. Avant, on pouvait discuter avec les voisins et tout, mais là, dans le noir, vous allez discuter avec qui? Plus de vie de quartier, insiste-t-il. Des habitants qui dorment la fenêtre ouverte pour entendre le moindre bruit suspect. 2 kilomètres de câbles volés, facture salée pour la municipalité. Grégory Lelon, maire de Condé-sur-l'Escaut. On est sur à peu près 67 000 € de câblage. On a fait ressouder toutes les plaques des candélabres et donc on est à peu près sur 25 000 € supplémentaires de travaux. C'est à mon avis des personnes qui connaissent bien le territoire. C'est lucratif pour les voleurs. C'est de l'argent au regard du tarif du cuivre aujourd'hui. C'est très intéressant. 9 000 € la tonne. À cause de ce type de larcin, on va devoir faire l'impasse sur certains investissements dans la commune, déplore l'élu. À Condé-sur-l'Escaut, Maximilien Carlier, Europe 1. Un seul parti mais 2 candidats. Les Républicains ont officiellement investi hier soir l'ancien Premier ministre Michel Barnier. C'est lui qui représentera le parti dans la course à la législative partielle de la 2e circonscription de Paris. La ministre LR de la Culture, Rachida Dati, sera également candidate quoi qu'il arrive. Elle accuse son rival de se présenter pour servir des ambitions présidentielles. C'est un événement qui a lieu une fois tous les 25 ans. 500 000 personnes issues de 146 pays participent jusqu'à dimanche à Rome au Jubilé des jeunes. Alors parmi eux, 20 000 Français font le déplacement. Une occasion, Théo Grévin, de se réunir, mais aussi peut-être de rencontrer samedi le nouveau pape Léon XIV. Oui, un rassemblement comparable aux Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ, mais le jubilé, lui, n'intervient que tous les 25 ans, lorsque l'Église catholique fête l'année sainte, d'où l'affluence importante, 1,5 million de jeunes professionnels et étudiants présents à Rome. Elisabeth, 17 ans, est membre du diocèse de Lille. Ça permet de reconnecter avec ma foi et aussi de rencontrer des gens qui potentiellement n'ont pas
la même intensité de croyance ou qui ont des points de vue différents. Tout le monde est là pour la même chose et c'est assez impressionnant. C'est très humain et c'est très beau à voir. Et comme elle, 650 jeunes du diocèse participent à ce jubilé, tous impatients de rencontrer le nouveau pape Léon XIV. Il s'adressera à la jeunesse catholique pour la première fois. Léontine, présente à Rome depuis hier, attend un message bien précis. On vient en pèlerin d'espérance, donc pour moi c'est surtout un message d'espérance dans un monde source de nombreux conflits. Aller à sa rencontre, c'est assez impressionnant parce que c'est une image, une figure qui est très inspirante. Un rassemblement qui se veut aussi festif à l'image du premier événement prévu aujourd'hui, un tournoi de ping-pong et de billard entre les jeunes des 146 pays représentés. Théo Grévin pour Europe 1. Et puis on termine avec Maxime Grousset, roi du papillon. Le nageur français qui était passé à côté de ces Jeux Olympiques a été sacré champion du monde du 50 mètres papillon. C'était hier dans les bassins de Singapour en 22 secondes 48. Il a même battu son propre record personnel de 22 secondes 61. Un record qui lui vaut de devenir le 4e meilleur performeur mondial de l'année. Merci Margot Siffer.